Pardon, merci beaucoup. Et j'appelle donc Catherine Réa pour la FEAP. Sur le thème, quelle organisation transversale, amont-aval, quelles nouvelles technologies et quels bénéfices pour les patients? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci aussi d'avoir invité la FEAP et je suis très honorée d'être avec vous. Alors, pour vous présenter un petit peu la position de la FEAP, je voulais en amont vous expliquer, alors je fais des bêtises, un petit peu dans quel contexte la FEAP a travaillé un petit peu déjà sur les évolutions possibles de la chirurgie. Premièrement, ils sont très nombreux à avoir engagé déjà des actions de développement de la chirurgie ambulatoire et beaucoup de nos établissements sont déjà à la pointe de l'innovation, comme vous le savez. Par contre, ils ont une particularité qui est, j'allais dire, peut-être pas propre à la FEAP, mais qui est réglementaire, c'est d'associer les usagers à leur projet d'établissement. Et ils sont aussi très attentifs, comme tous les établissements bien sûr, à l'équilibre financier de leur structure, puisque les établissements privés non lucratifs sont mortels, ils ne peuvent pas être en déficit. Alors, quand on regarde les différentes évolutions, quand on regarde aussi le souhait de l'accessibilité, qui est un mot qui est au centre des préoccupations des établissements de la FEAP. Quand on regarde aussi que nos établissements regroupent différents champs sanitaires, médico-social, social, la chirurgie aujourd'hui, c'est, comme l'a dit tout de suite M. Garbi, c'est peut-être l'évolution de la chirurgie aujourd'hui, ça doit nous interroger sur l'évolution tout simplement du système de santé. Et nos établissements, dans ce contexte-là, sont obligés effectivement d'avoir une vision prospective et ils sont obligés d'être créatifs et réactifs. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils se sont posés plein de questions. Parce que le développement de la chirurgie ambulatoire, l'arrivée de nouvelles technologies, le choix des patients, ce sont des éléments qui aujourd'hui doivent nous aider à construire la chirurgie de demain, mais déjà, et vous le savez, avec les difficultés démographiques, et on en a parlé tout à l'heure, déjà tenir compte des difficultés d'aujourd'hui. Alors, parmi les questions qui se sont posées au sein des établissements de la FEAP, c'est quelles organisations transversales, et je vais y revenir, quel plateau technique, mais dans le sens qui a été évoqué tout à l'heure, pas du bloc opératoire, mais bien du plateau technique dans sa globalité, quel professionnel, parce qu'il faudra aussi se poser la question en bloc, quelles nouvelles technologies et pour quelles indications vous êtes bien mieux placé, évidemment, que moi qui ne suis pas chirurgien, seulement gériatre, pour le savoir, mais il faudra quand même bien se poser les questions de quelle technologie et pour quelles indications. Quelles évolutions pour la formation des professionnels, ça a été abordé tout à l'heure. Quel modèle économique, évidemment. Et puis surtout, quels bénéfices pour les patients, puisque vous êtes tous là, et nous aussi, pour ça. Alors, sur les organisations, c'est vrai qu'il y a le problème des organisations des plateaux techniques sur le territoire. On regroupe les plateaux techniques pour la sécurité, on regroupe les plateaux techniques pour des questions démographiques. Il n'empêche qu'on doit aussi regrouper pour la qualité et la sécurité des soins, pour l'attractivité, mais aussi on doit conserver l'accessibilité pour les personnes. Et comme la chirurgie de demain, ça sera pour des personnes de plus en plus âgées, des personnes qui ont aujourd'hui leurs habitats parfois en périphérie des villes parce que les jeunes se sont installés en périphérie des villes. Demain, et puis on a vu tout à l'heure que 9 millions de personnes vivaient seules, demain, comment concilier ces regroupements et en même temps l'accessibilité? L'organisation interne, c'est aussi un vrai sujet parce qu'on ne se préoccupe pas aujourd'hui au sein des établissements quand on veut développer par exemple de la chirurgie ambulatoire, mais aussi de nouvelles technologies qui peuvent prendre des temps opératoires différents. C'est l'organisation du bloc, de l'hôpital de jour, mais aussi quel accompagnement des patients en amont sur l'éligibilité, au regard de leurs problématiques médicales, mais aussi sociales et environnementales. Ce sont des nouveaux métiers. C'est plus la consultation uniquement du chirurgien, mais certains de nos établissements, comme dans d'autres établissements sûrement, ont commencé à se dire qu'il fallait qu'il y ait peut-être un autre professionnel, une infirmière, qui dégrossisse un peu la situation. Et puis sur le plan médical, peut-être, et vous êtes sûrement mieux placé que moi pour le dire, mais on a connu l'époque où avant une prothèse de hanche, on faisait parfois maigrir la personne. Aujourd'hui, on l'opère peut-être plus vite et on se préoccupe moins de son état de santé avant la chirurgie.
Et sûrement que c'est quelque chose dans l'éligibilité, puisqu'ils seront polypathologiques, et pourtant la chirurgie ambulatoire leur est tout à fait indiquée. Il faudra peut-être revoir aussi cette éligibilité-là. L'accompagnement, c'est aussi à la sortie, et là aujourd'hui on n'est pas du tout au point. Nos organisations ne sont pas coordonnées, pas structurées. Les professionnels de santé libéraux en ville n'ont pas cette connaissance et ne sont pas organisés, mais je peux aller même au-delà. Il y a la problématique pas uniquement des médecins, des infirmières, des services de soins infirmiers à domicile, et puis tout simplement des aides à domicile dans cette globalité. Donc c'est peut-être aussi l'enjeu de demain, et cet enjeu n'est pas que uniquement sur la chirurgie ambulatoire, c'est tout l'ambulatoire. C'est quelle articulation coordonnée avec les différentes offres. Alors on a aussi un problème de réflexion au sein qui est très prégnant sur la chirurgie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Chirurgie ambulatoire et chirurgie conventionnelle avec les nouvelles technologies. En gros, j'entends les directeurs et les professionnels, le petit combat interne qu'il peut y avoir, c'est on a des objectifs de chirurgie ambulatoire qui sont fixés par les ARS. Donc, il faut faire de l'ambulatoire. Mais en même temps, on fait de la chirurgie robotique qui va mobiliser des professionnels pendant un certain temps. Alors, comment on fait quand on n'a pas 36 000 professionnels? Quand on a une chirurgie robotique qui est à la fois un plus pour certains patients dans certaines indications, ça vous le savez mieux que moi, peut-être pas un plus dans toutes les indications, qui va mobiliser des professionnels au bloc opératoire, qui de ce fait occuperont un bloc opératoire comme il n'y a pas pléthore de professionnels, du coup feront moins d'ambulatoires. Comment on trouve les articulations en temps humain? Comment on trouve les articulations en organisation? Et puis aussi, comment on fait quand on développe de l'ambulatoire et quand on n'a pas les moyens d'avoir des unités complètement dédiées et qu'on doit jongler entre de l'ambulatoire et de la chirurgie plus lourde, avec des retours patients dans les services qui sont parfois plus tardifs qu'avant. Avant, les grosses interventions démarraient le matin et puis se terminaient peut-être en début d'après-midi. Là, il faut jongler, donc certaines débordent un peu et il y a des retours plus tardifs dans les services qu'il faut savoir organiser. Donc ce sont donc ces organisations. Alors demain, on a tout ça à mettre en œuvre, et j'en ai parlé, donc je vais aller très vite. L'attractivité, on en a parlé tout à l'heure. L'attractivité, c'est quoi? C'est le lieu, c'est la pratique, c'est le robot ou c'est d'autres techniques. Quelles évolutions il faudra mettre en œuvre sur les formations? Les coopérations, j'en ai parlé, les modes de financement, évidemment que c'est une vraie question. Alors, pour finir, quelques verbatims de patients, qui sont des vrais verbatims, puisqu'on les recense dans nos établissements, comme sûrement d'entre vous. Donc je vous les reprends. La chirurgie ambulatoire, oui, mais pas à n'importe quel prix. On sort parfois tard. On se sent bien. Et à 3 heures du matin, quand on a mal ou quand on a des troubles mictionnels, que fait-on? Qui peut venir me voir en pleine campagne? Un patient après une chirurgie ambulatoire pour prothèse de hanche. Un autre exemple, la chirurgie ambulatoire, oui, mais quand on est âgé et qu'il faut revenir le lendemain d'une chirurgie pour cataracte pour contrôle et qu'on habite à 70 km, c'est compliqué, c'est fatigant. Se faire opérer par un robot, c'est mieux pour tout, point d'interrogation, car l'intervention dure plus longtemps et l'anesthésie me fait peur. Mais on m'a dit que les bons, sous-entendu les bons chirurgiens, maintenant, c'est ceux qui savent utiliser les robots. J'ai attendu 15 heures qu'on m'opère et suis redescendu dans ma chambre à 21 heures. Il n'y a pas beaucoup de personnel la nuit. Pourquoi ne m'a-t-on pas opéré le matin? Et enfin, la chirurgie ambulatoire, je suis pour. J'habite à côté de l'hôpital et quand je me suis fait opérer, je savais que si problème, je n'étais pas loin et c'est tellement mieux de dormir dans son lit et 2 jours après, je suis retournée au travail. Tous ces verbatims-là, ce sont des verbatims qui nous interrogent sur nos organisations, la pratique de demain et nos coopérations entre ville et hôpital. Je vous remercie. Alors, avez-vous des questions à poser à l'un ou à plusieurs des différents orateurs? On remarque que manifestement la réorganisation des structures hospitalières entre la chirurgie de proximité, la chirurgie de recours et la chirurgie ambulatoire rentre dans tous les esprits, ce dont on parlait avec Brice Gaillet tout à l'heure. On voit manifestement aussi, avec les dernières communications, que le problème d'anticiper les organisations et l'intérêt des consultations infirmières, qui sont actuellement pour des problèmes de personnel non médical difficiles à trouver, pas toujours mis en route, sont des problèmes très importants. Parce que c'est vrai que quand on l'a utilisé, les consultations infirmières, c'est un plus fantastique.
Est-ce que vous avez des questions à poser sur... Oui, Georges Mention. Petite question par rapport aux différents intervenants. Alors, on a vu que dans la réorganisation des territoires de santé, qui concerne, là, je ne suis pas tout à fait de l'avis des orateurs, aussi bien le service le privé que l'hôpital public, et dans la région de Franche-Comté, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, parce que j'y travaille depuis très longtemps. Alors, dans ces réorganisations de territoires de santé, on voit de temps en temps des fusions d'activités libérales à l'hôpital, et à l'inverse, des gens de l'hôpital qui vont travailler dans la clinique. Est-ce que c'est une perspective d'avenir, vous, dans le cadre des fédérations que vous représentez? Et comment vous voyez ça par rapport à la réorganisation des territoires, au maintien d'activités, on va dire, plutôt lourdes, pour pouvoir maintenir les différentes activités? Par des coopérations publiques-privées. Voilà, oui, en gros. Qui veut... Maxime Cotterman, puis Lamine Garbi. Je commence. Je pense que au niveau établissement public de santé, on a des marges de réorganisation et de coopération publique-publique à travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre priorité. Maintenant, dans certaines sous-préfectures, villes de moindre importance, il n'y a pas forcément la place pour deux offreurs, et peut-être que effectivement les coopérations publiques-privées peuvent s'entendre dans ces situations-là. Pas d'opposition, mais la perception que les coopérations publiques sont encore à travailler. Oui, donc juste un complément, j'aurais juste une chose, c'est quand il n'y a pas la place pour deux offres, c'est toujours le privé qui trinque, quoi. Donc voilà, mais c'est tout. Mais c'est un peu d'humour, mais voilà, quand un hôpital a besoin d'activité, on va fermer les urgences de la clinique pour que l'hôpital reprenne un peu d'activité. Moi, je suis pour les coopérations, mais il faudrait que ce soit dans le double sens. Et je le dis en toute amitié avec Maxime, que je connais par ailleurs. Alors, je vais peut-être rajouter... Oui. Nous, on connaît bien ça aussi. En gros, quand elles sont voulues, ça marche. Et quand elles sont voulues, c'est souvent les professionnels qui travaillent ensemble. Et quand elles sont voulues, nous avons des professionnels libéraux qui travaillent dans nos établissements, moyennant le respect du secteur 1, mais nous avons des établissements qui travaillent très bien. Quand elles sont imposées, c'est effectivement une catastrophe humaine. Et donc, c'est dommage, mais il y a eu parfois des volontés politiques d'avoir des indicateurs sur des groupements de coopération sanitaire. Et quand c'est pas préparé et que c'est imposé, évidemment, ça marche moins bien. Et nous aussi, nous avons parfois fait les frais. Et pourtant, c'est bien demain, comme ça, qu'il faudra sûrement raisonner sur les coopérations au service des patients, mais des coopérations travaillées dans l'intérêt des patients avec les professionnels et pas imposées par les tutelles. À titre personnel, je ne peux qu'approuver ce que vous avez dit. Et même dans les hôpitaux publics, de temps en temps, certaines restructurations imposées n'ont pas fait la preuve de leur efficacité réelle. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. D'autres questions ?